C'est au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion que je vous retrouve pour ce nouveau numéro d'Il fut un temps. Un décor saisissant qui nous plonge directement dans ce conflit qui, à la fin du 19e siècle, va bouleverser l'Europe. La guerre de 1870 va effectivement mettre à terre le pays considéré comme le plus puissant, la France. Lorsque Napoléon III déclare cette guerre, tous ses sujets sont persuadés que la victoire sera rapide. Eh bien non, dès l'été 1870, au début de ce conflit, les troupes françaises sont en déroute, balayées par les soldats de Guillaume Ier. Déclaré en juillet, le conflit qui oppose la France et la Prusse est terrible. Tout au long de l'été, l'empereur Napoléon III et son état-major font face à de nombreuses déconvenues. Un conflit que le chancelier prussien Otto von Bismarck a tout fait pour voir éclater. Il a besoin d'une action qui puisse fédérer, si l'on pourrait dire, tous les royaumes allemands. Vous savez, l'Allemagne, au XIXe siècle, s'est construite sur les ruines du Saint-Empire. C'est donc une multitude de royaumes, de principautés, de grands-duchés qui cohabitent avec certains plus importants que d'autres. Et c'est pour ça, justement, que petit à petit, surtout à partir de 1867 et de la crise de Luxembourg, on va voir Bismarck qui va avoir de plus en plus de véhémence vis-à-vis de l'Empire français et qui va de plus en plus titiller Napoléon III et son gouvernement pour faire en sorte, eh bien, à un moment donné, de tomber dans une guerre et que, si possible, la guerre soit déclarée non pas par les Prussiens, mais par les Français. À Sedan, les Français sont pris au piège et l'état de santé de l'empereur Napoléon III n'arrange rien. On sait à ce moment-là qu'il est extrêmement malade, il souffre de calculs rénaux qui provoquent chez lui des crises qui l'empêchent de mener ses hommes au combat, qui l'empêchent de rester sur son cheval pendant qu'il est sur un champ de bataille. Il a 62 ans, c'est le même âge que MacMahon, qui est de la même année, c'est 10 ans de moins que Guillaume Ier de Prusse, c'est à peu près le même âge que Bazaine, donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui est en mauvaise santé. Le 1er septembre, Napoléon III et le général MacMahon sont pris au piège, encerclés dans la forteresse de Sedan. Au pied des remparts, 20 000 cadavres français gisent dans leur sang. Un carnage. Au problème de rationnement et de maladie s'ajoute celui de l'exaspération des soldats. Ils voient justement que rien n'avance, ils ont peur du futur et vous allez avoir petit à petit des mutineries qui vont se réaliser au sein même de cette armée française. On verra des soldats jeter leur uniforme, on verra des soldats tenter de partir de la citadelle également. Enfin bref, cet état de siège va être un véritable drame qui, forcément, au bout d'un moment, provoquera cette défaite et la remise de la ville aux troupes ennemies. Donc, Napoléon III est à la tête de ses troupes, il est à Sedan, et devant la débâcle générale, il se dit que finalement, en abdiquant, en se constituant prisonnier, c'est le moyen à la fois de sauver des vies humaines, parce qu'il voit bien qu'on va tourner au massacre, et puis de sauver l'honneur de ses généraux. Donc c'est une sorte de sacrifice personnel, non pas pour la France, mais en tout cas pour l'armée, et puis finalement pour le pays. Napoléon III, malade et affaibli, n'a plus le choix. Il sait que tout est perdu. Le 2 septembre, l'armée française, considérée comme l'une des plus puissantes d'Europe et du monde, est en grande partie faite prisonnière par les Allemands. Plus de 80 000 hommes sont détenus par les vainqueurs. N'ayant pas pu mourir au milieu de ses hommes, Napoléon III va le 2 septembre décider d'abdiquer en son nom et va ainsi quitter le pouvoir. Une abdication qu'il réalise en son nom propre, c'est-à-dire qu'il ne dit pas que la guerre va s'arrêter, qu'il ne dit pas qu'il n'y a plus d'empire en France. Pour lui, l'empire continue à vivre par le biais de la régente qui est l'impératrice Eugénie, qui est toujours à Paris. En fait, lui décide tout simplement d'arrêter et de redevenir un simple homme. Mais le 4 septembre, à Paris, dès que la nouvelle de l'abdication de l'empereur arrive, l'insurrection monte et les républicains se saisissent de l'occasion pour proclamer la fin de l'Empire et le début de la Troisième République. L'impératrice Eugénie fuit la France, direction l'Angleterre. Pendant ce temps, enfermé dans les remparts de Metz, le maréchal François-Achille Bazaine fait face lui aussi à un siège douloureux. Affligé par la chute de l'Empire et la proclamation de la République, le maréchal perd espoir. Bazaine, maréchal de France, donc pétri de dignité, peut-être aussi un peu d'orgueil, il est au sommet de la pyramide militaire. C'est quelqu'un qui est profondément bonapartiste.
il faut dire qu'il doit à Napoléon l'essentiel de sa carrière. C'est quelqu'un qui est très conservateur et donc qui est complètement anti-républicain. Le maréchal Bazaine, lui, est un soldat de l'Empire. C'est quelqu'un qui a forgé sa carrière sous le Second Empire, général, maréchal, qui n'a reçu d'ordre que de l'empereur en direct jusqu'à présent. Pendant la campagne du Mexique notamment, ça a été le cas. Et c'est quelqu'un qui n'a pas un esprit républicain, forcément, du fait de son conservatisme exacerbé. Et c'est ce qui va provoquer justement, au moment de la proclamation de la République, le fait que Bazaine va dire à qui il veut l'entendre qu'il n'a d'ordre à recevoir que de l'Empire, de l'empereur ou de ses représentants. Enfermé avec 175 000 hommes, le maréchal Bazaine tente plusieurs fois de percer les lignes ennemies. Mais malgré quelques exploits militaires, il se replie chaque fois dans l'enceinte de la ville, ignorant les demandes de MacMahon et de l'empereur. Là, Bazaine, il y a des erreurs de stratégie qu'on ne s'explique d'ailleurs pas forcément. Il se replie sur Metz, coupant à ce moment-là évidemment la route des renforts. Il y a toute une série de décisions qui sont prises. Alors certains diront que oui, mais finalement, son armée n'était pas en état de pouvoir mener pleinement un combat. Il avait quand même la meilleure partie de l'armée française. Là, il y a beaucoup de questions qui demeurent et il y a peut-être un paradoxe, tout simplement, chez ce chef de guerre. La question de pourquoi Bazaine reste-t-il sur Metz, et c'est pas le défendre que de dire cela. Imaginez, vous vous retrouvez dans une ville assiégée. Vous êtes enfermé entre les remparts d'une ville. Tout autour, vous avez des Prussiens et des Alliés qui sont contre vous, qui sont en armes et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous puissiez sortir. Forcément, faire ça, c'était faire le sacrifice ultime, c'est-à-dire décimer l'intégralité de ses troupes, éventuellement se mettre au premier rang et se faire tuer avec tous ces hommes. C'est ce qui fait partie, à cette époque, je ne vais pas dire d'une stratégie militaire, mais des honneurs militaires et des connaissances, la manière de se battre que l'on pouvait avoir. Donc il va là aussi tenter de négocier avec les Prussiens. C'est ce qu'on va lui reprocher au moment de son procès, en disant qu'il a essayé de pactiser avec eux pour pouvoir, on va dire, donner des informations aux troupes prussiennes, alors que non, sincèrement, vous regardez ses écrits, vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte que c'est pour se sauver lui, d'une part, mais sauver également ses hommes. Malgré l'abdication de Napoléon III, Bazaine refuse de déposer les armes. Pris au piège, encerclé par l'ennemi, il continue, tant bien que mal, de tenir tête à l'envahisseur. Pendant près de 2 mois, Bazaine refuse de se rendre. Pour les soldats, les Messins et les milliers de blessés entassés dans des wagons transformés en hôpitaux de fortune sur l'esplanade, c'est un véritable cauchemar. Le dernier espoir du peuple français repose sur les épaules du maréchal Bazaine. Malgré la levée d'une armée à l'ouest, lui et ses 175 000 hommes représentent la dernière force armée du pays, le dernier rempart possible contre l'envahisseur prussien. Mais le 27 octobre, à la surprise générale, il capitule, sans tenter une dernière fois de vaincre l'ennemi. Cet homme, on va lui donner une intelligence et voire même des fois des dons de médium qui sont inimaginables, tant et si bien que tout ce qui va être reproché va faire qu'on va le considérer comme étant un traître à part entière et qu'on considérera qu'il ne pensait qu'à lui. Quoi qu'il en soit, en se rendant le 27 octobre, les 150 000 soldats prussiens peuvent désormais lever le siège de Metz et rejoindre leurs forces déjà positionnées à l'ouest pour barrer la route à l'armée de la Loire, levée par Léon Gambetta. Bazaine, en fait, indirectement, va donner une victoire à la Prusse. Pour autant, le sort de Metz n'est pas scellé, le sort de Metz et de la France n'est pas scellé en octobre 1870. Il faut attendre janvier 1871 pour qu'on commence à parler officiellement d'une annexion. Après de nouvelles tentatives, le siège de Paris et l'épisode sanglant de la Commune, la France républicaine est finalement vaincue comme l'avait été la France impériale. Le 28 janvier 1871, l'armistice est signé. La France est à terre. L'Alsace et la Moselle sont annexées et, comble de l'humiliation, c'est au château de Versailles, symbole de l'apogée française, que l'Empire allemand est proclamé. À Paris, Adolphe Thiers devient président de la République et le peuple s'apprête à subir le terrible tribut pécunier demandé par les vainqueurs, 5 milliards de francs or. 5 milliards de francs or, on n'imagine même pas de ce que ça peut être. Et donc tout simplement,
c'est piller les réserves d'or, au sens propre, puisqu'à ce moment-là, la monnaie est frappée en or. Donc on fait partir vers l'Allemagne des trains complets de lingots d'or. Voilà, de monnaie. La France va mettre un peu plus de 2 ans pour payer cette somme colossale, et les Allemands veillent au grain, jusqu'à ce que le dernier franc parte pour payer l'indemnité. En 1871, à la demande de la population, le maréchal Bazaine est jugé pour trahison. Le procès déchaîne les passions, et dans les journaux, les comptes rendus des audiences sont retranscrites, accompagnés d'illustrations. Un procès qui restera gravé dans l'histoire et qui scellera la postérité du maréchal Bazaine. Il sera d'abord condamné à mort, avant de voir sa peine commuée en 20 ans de prison par le président MacMahon. Bazaine parviendra à s'échapper de sa prison et à se réfugier en Espagne jusqu'à sa mort en 1888 d'une congestion cérébrale. Mais la haine contre le maréchal Bazaine ne s'est toujours pas éteinte. Aujourd'hui encore, son nom est rattaché à celui de la trahison et de la défaite de 1870. Bazaine reste aujourd'hui le traître absolu. Quand on parle rapidement de la guerre de 70, tout le monde dit « Ah, Bazaine, celui qui a lâché l'empereur », pour le dire un peu trivialement. C'est un homme qui est compliqué. C'est vrai qu'il y a certaines décisions qu'il est difficile de comprendre. Je veux dire, pourquoi il se replie sur Metz, pourquoi... mais avec Dessy, vous savez, on réécrit l'histoire. Peut-être que finalement, c'est Bazaine qui avait compris la nouvelle forme de guerre à mener, c'est-à-dire une guerre qui n'est plus des sacrifices inutiles, mais qui est une guerre au moment où on se rend compte que les forces sont en déséquilibre, qu'il vaut mieux abandonner. Les stigmates de cette guerre sont toujours visibles de nos jours. Dans certains villages d'Alsace et de Moselle, il existe des cimetières dans lesquels sont enterrés les corps des soldats qui ont péri durant ce terrible conflit. Ici, à Gravelotte, ce sont près de 7000 soldats qui sont enterrés. Une construction voulue par les Allemands et qui réunit Français et Prussiens au sein d'un même lieu. Après l'abdication de Napoléon III, la France redevient donc une république. Cette république tente bien de repousser l'envahisseur prussien hors des frontières, en vain. Déclarée le 19 juillet 1870, la guerre s'achève le 10 mai 1871 avec la victoire de l'armée prussienne. Et l'Empire allemand est proclamé avant même la fin de la guerre, à Versailles, le 18 janvier 1871. Plus tard, l'Alsace et la Moselle sont annexées, une soumission terrible pour les Alsaciens et les Mosellans. Mais c'est aussi une nouvelle ère urbanistique qui débute pour la ville de Metz. Quand Guillaume Ier meurt en 1888, son fils Frédéric III monte sur le trône. Il ne régnera que 3 mois, fauché par un cancer en juin de la même année. Guillaume II, son fils, monte sur le trône et jusqu'à la fin de l'annexion, en 1918, après la signature du traité de Versailles, il n'aura de cesse de transformer la ville de Metz et d'en faire la vitrine de la puissance de l'Empire allemand. Dès les premières années de l'annexion, Metz vit à l'heure des travaux d'urbanisation voulus par l'empereur Guillaume Ier. La première grande construction de cette annexion est une gare située en bordure de l'actuelle place du Roi-Georges. À l'époque, cet emplacement se trouvait en dehors de l'enceinte de la ville fortifiée. Après l'incendie de la gare en 1872, une gare qui était au départ en métal et en bois, les Allemands décident de reconstruire une gare à l'emplacement de ce que nous appelons aujourd'hui l'ancienne gare. Cette gare est construite dans un style néoclassique, d'un style allemand. Le bâtiment est colossal et contraste ostensiblement avec la construction démontable française. Le ton est donné, l'évolution allemande de la ville sera grandiose, faite en pierre de Jaumont et dans un style proche des grands bâtiments de Metz, une esthétique qui a pour but de ne pas heurter la sensibilité des Français, désormais allemands. Sans doute y avait-il une volonté d'une germanisation en douceur, en tout cas en ménageant les habitudes, en ménageant les manières de faire des Messins, afin d'imposer progressivement l'ordre allemand, l'armée allemande, le gouvernement allemand, l'administration allemande. Un peu plus tard, à l'aube du XXe siècle, des travaux pharaoniques sont entrepris tout autour de la ville. L'enceinte fortifiée est démontée, des travaux menés sous la direction du maire allemand, le baron Konrad Vahn.
De ces fortifications datant du XIIIe siècle, il reste aujourd'hui la tour Camoufle qui borde l'avenue Foch. Les remparts sont ceux du XIIIe siècle. Et ces remparts enserraient la ville et rendaient difficile son expansion. C'est Guillaume II qui veut les démonter, justement pour détruire ces remparts au sud de Metz et pour pouvoir construire ce nouveau quartier en périphérie de Metz. Pourquoi? Parce qu'elles ne serviront plus et après tout on construit d'autres forts aux environs de Metz où on en fortifie d'autres également pour pouvoir se défendre. Il ne faut pas oublier que Metz est la place forte militaire la plus importante en Europe à la fin du XIXe siècle. Une fois les murs démontés, les fossés défensifs qui bordaient les murs sont comblés. Et commence alors l'extension de la ville de Metz. L'avenue Foch constitue aujourd'hui le début de cette nouvelle ère architecturale qui s'ouvre pour la ville. Très vite, de somptueuses villas bordent le côté nord de cette voie moderne. Le côté sud est quant à lui bâti sous forme d'immeubles luxueux au style là encore très germanique. Pour lier la vieille ville et la ville neuve, vous avez cet espace des remparts qui a été rasé, sur lequel on construit une sorte de rue triomphale, modèle un peu à l'allemande, comme à Vienne, on l'appelle d'ailleurs le Ring, le Kaiser Wilhelm Ring, et qui est une sorte de transition au niveau de la construction, on le remarque, parce que ce ne sont pas des grands immeubles, pour éviter de faire une rupture trop brutale, ce sont des maisons ou des immeubles de quelques étages. Voilà, on va retrouver des architectes très allemands dans les bâtiments publics. Par contre, on va retrouver en fait des architectes venant européens venant de l'Europe entière, notamment dans les habitations privées qu'on va retrouver à Avenue Foch. On a des Alsaciens, cite notamment c'est Édouard Hermann Heppe qui a fait cette fameuse maison à pans de bois rappelant la Renaissance alsacienne à Avenue Foch. Lui est né à Sarreguemines, donc on va voir des artistes francophiles, des artistes allemands, mais aussi des artistes européens. Alors, le quartier impérial de Metz est une véritable vitrine pour l'Empire allemand. C'est ce qui montre non seulement la force, la richesse de cet empire, et également le fait que c'est une ville allemande à part entière à partir de 1871. Donc on fait un mélange assez savant qui permettra de donner là aussi un esprit cosmopolite à la ville. Sur plus d'1 kilomètre, en seulement quelques années, les villas fleurissent. Une façon d'effectuer une transition douce entre les rues de demeures résidentielles et le quartier composé d'immeubles dans lesquels se trouvent des appartements modernes. On met en avant toutes les modernités, on met le télégraphe, les locomotives à vapeur, voilà tout ce qui fait la force de cet empire allemand qui s'est industrialisé à marche forcée finalement en l'espace de 50 ans. Mais la construction la plus emblématique de cette annexion allemande, c'est bien sûr la gare centrale. Dessinée par l'architecte Jürgen Kroger, elle est longue de près de 300 mètres et sa taille n'est pas seulement faite pour impressionner, il s'agit également de l'adapter à la ville de garnison que représente Metz. On dit qu'au début de l'annexion, on était entre 10 et 15 000 soldats. Juste avant 1914, on va se retrouver avec 25 000 soldats, à la fois saxons, à la fois bavarois, à la fois prussiens. Donc tout cela se développe entre 1871 et 1914. Guillaume II voit cette gare comme un véritable pied-à-terre. Et juste à côté des quais, l'empereur fait aménager de véritables appartements qui serviront de salon de réception où la haute société et les réunions politiques se tiendront à huis clos. C'est une gare très fonctionnelle, voilà, qui a un côté très technique, et puis elle a un langage esthétique assez extraordinaire. On le voit bien, parce que c'est une gare qui ressemble presque à une sorte de château. Alors, Barrès a eu de très vilains mots, il l'a qualifié de grosse tour, je crois qu'il avait tort. L'une des pièces maîtresses de ces salons est bien sûr cet immense vitrail représentant Charlemagne, roi des Francs. Conçu par l'architecte Jürgen Kroger lui-même en 1906, ce vitrail est aujourd'hui l'une des plus célèbres représentations de cet empereur carolingien. Un style et un luxe qui va s'imposer à tout le quartier. L'hôtel des communications, construit en 1911, ne déroge pas à la règle. Avec son allure de château fort allemand, cette construction de style néo-roman d'influence rhénane marque là encore la germanisation de la ville. De l'autre côté de la place de la gare, les Allemands construisent un immense château d'eau, lui aussi de style néo-roman, parfaitement équilibré avec l'apparence de la gare centrale. Haut de près de 40 mètres, ce château d'eau servait entre autres à alimenter en eau les locomotives à vapeur et à abreuver les chevaux et la garnison. Avec ces constructions, les autorités de l'Empire allemand font de Metz le symbole de leur puissance. On va retrouver notamment le cœur du pouvoir économique, le cœur aussi du pouvoir politique. On a la Reichsbank qui va être instaurée donc, à Metz, non loin de la gare qui va être très importante et un point stratégique vraiment pour les Allemands.
Le centre-ville sera lui aussi le théâtre de nombreuses transformations. En plus de nombreuses statues et monuments glorifiant l'Empire allemand, les autorités marqueront l'architecture et l'aménagement du centre historique de Metz. Centre-ville qui va connaître de véritables transformations pour pouvoir améliorer le cadre de vie, pour le rendre beaucoup plus agréable ou pour pouvoir répondre à des besoins fonctionnels. Vous prenez par exemple le Temple Neuf construit sur cette presqu'île en bord de préfecture à l'heure actuelle. Et puis vous allez avoir évidemment la cathédrale de Metz avec le portail Blondel qui va être détruit au profit d'un nouveau projet architectural réalisé par l'architecte Tornoff qui marquera profondément la cathédrale de son travail, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Entre 1902 et 1918, la ville de Metz voit donc naître un nouveau quartier à la pointe de la modernité. Bonjour Laurent Turner, donc vous êtes le directeur de ce musée de la guerre de 1870 et de l'annexion. Pourquoi est-ce que ce musée se situe à Gravelotte ? Tout simplement parce que dans la guerre de 70, vous avez un fait marquant qui est la bataille de Gravelotte. C'est en gros ce qui va véritablement marquer les esprits, qui va être repris très très souvent lorsqu'on va parler des batailles autour de Metz notamment, et qui va être un véritable symbole pour cette guerre et qui va mettre en avant le nombre de tués et le nombre de blessés qu'il y aura tout au long de ce conflit. Un des autres grands personnages de ce conflit, c'est bien sûr l'empereur français, Napoléon III, qui aujourd'hui est un empereur méconnu. Il est quand même le premier président de la République élu en France et notre dernier empereur. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle méconnaissance à son propos ? Tout simplement parce qu'on a fait passer très rapidement Napoléon III pour un despote. Cette mise en défaut de Napoléon III, cet oubli, cette haine qu'il a pu avoir également envers lui est due à des raisons politiques, est due à la volonté également d'asseoir une troisième république par la suite, en montrant clairement que, contrairement à ce qu'on a pu dire jusqu'alors, l'Empire, ce n'était pas quelque chose de puissant, ce n'était pas l'Empire qui allait créer la paix. Et cette idée de Napoléon III comme étant un petit empereur, n'étant que le neveu de Napoléon Ier, étant à moins que rien, c'est quelque chose qui va être extrêmement développé à partir de là. Et puis en même temps, on va se rendre compte en regardant un petit peu le travail de Napoléon III face à sa manière d'agir, ce qu'il a pu apporter au pays. Il ne faudra pas oublier que c'est lui qui va développer la révolution industrielle en France, c'est lui qui va développer également les expositions universelles dont la ville de Metz a pu s'enorgueillir dans les années 1860. C'est lui également qui refera Paris, qui fait de Paris aujourd'hui la ville lumière qu'on connaît. Tout à fait, avec les travaux d'Haussmann, dont on parle encore à l'heure actuelle, qu'on met toujours en avant. Et étonnamment, justement, on met toujours Haussmann en avant, mais on oublie peut-être qu'il y a quelqu'un au-dessus qui a donné des ordres et qui a donné des consignes. La Moselle est une terre d'annexion, on le sait, donc 1870, 1919, ensuite la Seconde Guerre mondiale arrive. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui en Moselle de ce conflit de 1870 ? Est-ce qu'il a vraiment marqué le territoire ? Complètement. Déjà, les frontières de la Moselle ont été définies par les résultats de la guerre. C'est le traité de Francfort en mai 71 qui va faire justement que les territoires d'Alsace et de Moselle seront annexés dans cette nouvelle région à nationalité allemande, cette fois qu'on appellera l'Alsace-Lorraine. Voilà. De cette histoire-là, on conserve toujours les frontières, on a toujours également dans les marqueurs vifs de cette période-là certaines choses que l'on va retrouver dans ce qu'on appelle le droit local, notamment. Et puis vous allez avoir au niveau de l'architecture, de l'urbanisme, du développement des villes, de la manière de régir certaines choses de la vie quotidienne, là aussi des marqueurs forts qui seront toujours présents dans notre Moselle contemporaine. Merci beaucoup Laurent Turner d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission consacrée à la guerre de 1870 et à l'annexion. Merci à vous d'avoir suivi ce programme et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Il fut un temps.